Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Quand la République discrimine l'outre-mer dans ses principes d'égalité. Il s'agit dans ce chapitre de démontrer les anomalies de la Constitution de la République française et de ses modifications successives au travers des articles qui concernent les populations ultramarines. Nous parlerons plus particulièrement des départements jouissant du droit commun, c'est-à-dire qui ont les mêmes avantages que les départements métropolitains, et qui devraient donc avoir un meilleur développement économique, malgré leur retard considérable en matière d'infrastructures. Il ne s'agit pas de remettre en cause cette appartenance à la République, bien au contraire, mais de démontrer l'hypocrisie des élus et des constituants, ceux qui font la Constitution, qui depuis 1946 cherchent à nous bouter hors du droit commun. En effet, ils feignent de suivre les élus autonomistes et indépendantistes qui considèrent le droit commun comme un frein, un blocage à leur gouvernance et à notre évolution vers ce qu'ils souhaitent, l'indépendance qu'ils veulent atteindre par étapes accélérées. Le problème, c'est que notre population ne voit pas se profiler de changements majeurs, et donc n'imagine pas le danger latent. Elle installe des révolutionnaires autonomistes et indépendantistes à la tête de nos assemblées locales, malgré leurs déclarations sans ambiguïté. Les Martiniquais ont peut-être le goût du risque et croient qu'ils pourront toujours revenir en arrière, dire non. Ils s'illusionnent, car le risque, c'est de se retrouver en minorité lors de choix qui engageront tout notre avenir. Pouvons-nous nous contenter de laisser parler nos élus, qui ont toujours imaginé qu'ils détenaient le pouvoir de décision en matière de droit constitutionnel ? Certes, la démocratie voudrait que les populations domiennes se prononcent et fassent des propositions. Les élus voudront-ils entendre ceux qui ne pensent pas comme eux ? Les constituants chargés des modifications constitutionnelles sont les ministres à qui les parlementaires ne peuvent que faire des suggestions. Mais à force d'entendre le même son de cloche indépendantiste, les ministres risquent fort de croire que la pulsion à quitter le droit commun est générale aux Antilles. Depuis 1946, ces constituants sont plus proches de nous, mais ils sont partis des constitutions qui ne faisaient pas la part belle aux colonies et qui ne traitaient pas les descendants d'esclaves avec beaucoup de respect. Ils en avaient une vision utilitaire, utilitariste, moralisatrice et paternaliste dans le meilleur des cas. Sans pour autant revenir à la Troisième et à la Quatrième République, ou au droit civil instauré par Napoléon, dont on sait qu'il a rétabli l'esclavage, il faut démontrer à la population martiniquaise que la France est toujours dans cette logique d'appartenance communautariste. Aucune modification de la Constitution n'a été faite pour remédier aux anomalies de la Constitution de 1946 et à ses évolutions. Les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, ont endossé avec complaisance ces textes et ce que certains passages avaient de vexatoire. Même nos parlementaires n'ont pas été gênés par les discriminations. Un élu PPM, Parti d'Aimé Césaire, a préconisé la discrimination positive en matière d'emploi, sans penser que cela pourrait se retourner contre les domiens nombreux en métropole. Son idée, à courte vue, était d'écarter les métropolitains de l'enseignement et des emplois de fonctionnaires locaux. Une discrimination bien établie par le droit de l'outre-mer. À partir du moment où les constituants de 1946 créent et accentuent le droit de l'outre-mer, lui reconnaissent des caractères spécifiques, l'éloignement étant la première et la plus importante des spécificités, il devient logique d'établir un droit spécifique. Cela pouvait se concevoir à l'époque où l'éloignement constituait une réalité matérielle contraignante, voire insupportable. Mais à partir de 1958, mise en place de la Ve République, développement des moyens de transport qui atténuent la distance, ce droit de l'outre-mer n'aurait dû concerner que les territoires qui n'étaient pas devenus des DOM en 1946. Or, jusqu'à nos jours, on persiste à nous appliquer ce droit en nous discriminant de plus belle. On nous relègue au rang des TOM-COM, ce qui, à notre avis, n'est pas une évolution, mais une régression. Cette mise à l'écart nous paraît volontaire, à la fois de la part du gouvernement de la République et parmi nos élus autonomistes et indépendantistes. Il est frappant de constater qu'ils vont dans le même sens, pour faire sortir les DOM du droit commun et nous éloigner de la nation française. Ce droit de l'outre-mer qui met les DOM de plus en plus loin du droit commun, a pour effet d'accentuer des différences mineures pour mieux appliquer les jurisprudences constitutionnelles restées en sommeil depuis plusieurs républiques.
Comment échapper à ce mouvement qui nous écarte de plus en plus du droit commun? Aucune chance, parce que la République est entrée dans une phase d'application sans concession avec les DOM et parce qu'elle poursuit son entreprise de détachement inexorable des départements d'outre-mer. Cela va dans le sens de l'histoire, pourrait-on dire, puisqu'il y a consensus entre les gouvernements successifs et les élus demandeurs, au mépris des réalités économiques et sociales, et contre la population. Or, en bonne démocrate, la République qui a consulté la population devrait faire respecter son choix de ne pas quitter le droit commun. Ce que nous voyons aux Antilles est aux antipodes d'une démocratie. Une consultation organisée selon les règles du droit par le président de la République, suivant les principes de l'article 89 de la Constitution, est piétinée. De manière très étonnante, cette consultation par consentement n'a aucune valeur aux yeux des élus et des parlementaires de la République. C'est un manque de respect du choix de la population relevant du dit article qui concerne spécifiquement l'outre-mer français. En fait, le droit de l'outre-mer dans sa teneur et dans son écriture, passée et présente, renvoie progressivement les DOM dans une autonomie non réclamée par les populations domiennes. Par comparaison, citons le choix de la Réunion qui a même refusé le principe de la création d'un congrès des élus sur les volets institutionnels de la loi 2000 pour l'outre-mer. Les Antilles ont rejeté le principe d'une évolution statutaire le 7 décembre 2003. Mais nous voilà dans un recommencement sans fin, où l'on nous annonce en permanence une deuxième consultation sur le même sujet. Cela s'apparente fort à une persécution politicienne qui nie tout principe de démocratie. À tel point qu'un éminent professeur de droit constitutionnel et du droit de l'outre-mer pose la question dans un ouvrage de la documentation française, L'outre-mer français, la nouvelle donne institutionnelle. Les collectivités régies par l'article 73 sont-elles encore des départements? La question concerne les seuls DOM. Qu'on ne s'y trompe pas, il n'a jamais été question dans l'article 73 de la métropole. Les articles 72 à 73, des articles constitutionnels à géométrie variable pour les DOM. Ces articles 72 à 73 dans leur ancienne application, se référaient invariablement au droit commun. L'identité s'appliquait sans aucune forme de distinction, même si cette égalité ne donnait pas droit d'application immédiate dans les DOM. Il a fallu attendre des décennies, jusqu'au gouvernement de Lionel Jospin, pour y parvenir. Arriva le 28 mars 2003, où l'on vit Jacques Chirac, de manière impérative, à travers Brigitte Girardin, ministre de l'Outre-mer, plonger les DOM dans les problèmes institutionnels, à la demande pressante des autonomistes et des indépendantistes. Cette aggravation de la situation contribua à déstabiliser les populations françaises des DOM. En effet, si l'article 72 de la Constitution nous garantit de rester dans les collectivités régies par lui dans la nation, et empêche d'aller dans une souveraineté nationale, il ne nous préserve pas des attaques venant des séparatistes et des autonomistes qui veulent sortir du droit commun. C'est le but de certains de nos élus, et semble-t-il, celui du chef de l'État. Des explications sur les moyens utilisés par Brigitte Girardin sont fournies dans l'ouvrage suscité. Il lui a suffi de faire étudier par des constitutionnalistes, dont certains ont appartenu à son cabinet, les moyens incontournables et indétectables pour le commun des mortels. Quelles sont les conséquences de la révision constitutionnelle pour les DOM? Prenons d'abord le cas de l'article 72, à propos de l'application des articles 72 et 72A1. Tout reste en l'état. Le problème des dispositions générales ne se pose pas vraiment. Le droit commun s'applique d'autorité dans les DOM, comme dans les départements métropolitains. Mais plus on va dans les modifications constitutionnelles, plus on s'aperçoit que les dispositions générales s'appliquant à l'ensemble des départements diffèrent. La révision constitutionnelle de 2003 donne une autre direction, une autre lecture. Nous rentrons dans des dispositions qui ne s'appliquent qu'à l'outre-mer, qu'aux DOM. Ainsi, cette révision menée par Brigitte Girardin ne vise qu'à faire sortir les DOM, et en particulier les Antilles, du droit commun. Dès lors, le principe d'égalité tombe, puisque l'outre-mer prend un itinéraire différent de celui de la métropole. C'est ainsi que nous continuons à bénéficier des dispositions générales, tout en prenant d'autres directions. C'est subtil. Mais il y a l'article 72A3 qui stipule que la République reconnaît, au sein du peuple français,
les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Ça, c'est la nouvelle réécriture pour la révision constitutionnelle de Brigitte Girardin. Cette subtilité du ministre permet aux intellectuels et aux séparatistes de trouver une faille dans la Constitution et de s'y engouffrer. Ils n'ont pas compris grand-chose à cette révision, mais comme ils sont persuadés de former un peuple, suivant la pensée d'Aimé Césaire qu'il a affirmée durant 60 ans, ils trouvent là un argument qui va dans le sens de leur volonté séparatiste. C'est ainsi que le professeur Lucher cite la jurisprudence du 9 mai 1991 soulignant que la Constitution, depuis celle de 1946, distingue le peuple français des peuples d'outre-mer auxquels est reconnu le droit à l'autodétermination. Par ce principe, les articles révisés le 28 mars 2003, à savoir les articles 72, 73 et 74, ont subi un bouleversement considérable qui a gêné tous les élus et qui a permis aux professeurs de droit du campus de la Martinique de tromper la population. Cela va encore plus loin. La révision se poursuit, mettant les Antilles françaises et la Guyane encore plus à l'écart de la métropole, afin de permettre aux élus d'engager des réunions de congrès sur une possible consultation des populations, article 5916-1 de la loi d'orientation, ce qui n'était pas possible dans l'ancien état du texte. Brigitte Girardin a trouvé la faille. Elle crée un nouvel article, le 72A4, l'arme fatale à laquelle les populations d'outre-mer ne s'attendaient pas. Ainsi, Jacques Chirac et son ministre pouvaient nous envoyer nous faire voir ailleurs. Il est vrai que nous sommes exigeants, capricieux, pas faciles à contenter. Que d'économies en perspective pour l'État. Mais il ne faut pas oublier qu'en amont, la distinction était faite entre le peuple français et les peuples d'outre-mer. Il ne restait plus qu'à mettre en pratique toutes les possibilités qu'ouvrait cette considération. Ce que Brigitte Girardin a fait, sans état d'âme. Et il ne s'agissait même plus d'une volonté d'économie. C'était véritablement ethnique. Les actuelles prises de position sur les bienfaits de la colonisation procèdent du même état d'esprit. L'article 72A4 et ses méfaits. L'esprit dans lequel Brigitte Girardin l'a fait confirme son comportement avant le 7 décembre 2003. Elle a tout fait pour pousser les Antillais, et plus singulièrement les Martiniquais, à voter pour créer une collectivité à statut particulier qui signifiait l'autonomie et l'élimination du département, fondement même de l'appartenance à l'ensemble français, comme se plaisait à l'affirmer Jacques Chirac dans ses discours. Cela aurait eu pour conséquence d'entraîner la perte du droit commun et de l'ensemble des acquis, prestations sociales, allocations diverses, assurance chômage, sécurité sociale, SMIC, RMI, etc., remplacées par des caisses de prévoyance, comme on le voit dans les régions autonomes françaises et dans les collectivités d'outre-mer, bien moins avantageuses, et ça, les élus ne le disent pas. L'article 72A4 est certes en relation avec les articles 73 et 74. Mais nous allons nous attarder uniquement sur les DOM, et plus particulièrement sur les Antilles-Guyane, puisque la Réunion s'est épargnée cette autoflagellation. L'article 72A4 permet à ces collectivités de consulter les populations concernées par une éventuelle sortie du droit commun, en organisant une consultation par consentement. Il permet également à une collectivité de se détacher d'une autre. C'est ainsi que 2 communes de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ont fait sécession par le choix des populations concernées. Ceci grâce à la consultation prévue par l'article 72A4. Dès lors, ces 2 communes font partie des collectivités d'outre-mer, au même titre que la Polynésie française. Ce n'est pourtant pas dans l'intérêt des Antilles françaises d'aller dans l'article 74, qui leur ferait perdre les avantages évidents liés au droit commun. L'article 72A4 est lié à des consultations obligatoires pour le consentement à tout changement. La procédure s'applique en fonction de l'article 89. L'initiative revient au chef de l'État sur proposition du chef du gouvernement, puis la décision est prise par décret et soutenue par un document d'orientation. Les conséquences de cet article 72A4 sont de permettre, par le biais d'une consultation, à une partie d'un territoire d'outre-mer, TOM ou DOM, de quitter l'ensemble du territoire auquel il appartient depuis des siècles. Une collectivité sortirait d'une collectivité majeure ? Une commune quitterait un département ? Cette possibilité n'est pas applicable au territoire métropolitain.
cet article 72A4 est un traquenard mis en place par Jacques Chirac et Brigitte Girardin. Le pire, c'est qu'un vide juridique existe, dans la mesure où l'article ne spécifie pas les caractéristiques du territoire qui peut désormais se détacher. Est-ce n'importe quelle commune? Est-ce une île dans l'archipel? Est-ce une commune faisant partie d'une seule île, un département? La consultation, quelle fourberie, hein. Voici des faits qui relèvent d'une supercherie d'État et d'une malhonnêteté intellectuelle certaine. Brigitte Girardin et Jacques Chirac ne sont pas les seuls concernés. Parce que des professeurs de droit de la faculté, qui détiennent le savoir, ont caché ce qu'ils savaient et ont participé à la manipulation de l'opinion, en mentant sciemment pour tromper. Par idéologie, par opportunisme, c'était une arnaque savamment orchestrée pour arriver à une consultation par consentement, prévue par l'article 72A4 de la Constitution. Ce qui frappe dans cette procédure, c'est que le président et Brigitte Girardin n'ont retenu et proposé aux Antillais qu'un seul choix sur les 5 possibles. Je rappelle ces diverses possibilités. Le remplacement de la région et du département par une collectivité d'outre-mer, article 74. Le remplacement des 2 collectivités par une nouvelle collectivité régie par l'article 73, ce qui était le choix des élus autonomo-indépendantistes. Le principe d'identité législative était déjà une arnaque aux institutions puisqu'en effet, l'assimilation prend toute la place, avec une moitié dans l'identité et l'autre en spécialité législative. Ce que ni Brigitte Girardin, ni les élus, ni les juristes n'ont expliqué. La fusion des 2 assemblées, pour créer une assemblée unique. La suppression de la région en échange d'une nouvelle collectivité, avec le maintien du département. Le maintien du département et de la région. Dans ce seul cas s'applique le dispositif du droit commun en matière de décentralisation, avec les caractéristiques applicables actuellement. Or, les élus, dans les dispositions retenues par le Congrès, limitaient ou excluaient la possibilité de conserver le département. Le président de la République les a tout simplement suivis dans leur volonté séparatiste. Est-ce une mauvaise appréciation de la situation ? Ou une volonté de se débarrasser des Antilles? C'est en tout cas une méconnaissance de la volonté populaire. Tout a été fait dans une espèce d'entente de la République et des autonomo-indépendantistes pour faire sortir les Antilles du droit commun. Ce qui permet d'affirmer qu'il y a eu manipulation et mensonge organisé. Les élus martiniquais disaient, pour cacher leur tricherie, qu'il fallait expliquer à la population, ce qui se révélait gênant. Ils disaient surtout que rien ne changerait dans notre situation, alors qu'ils nous entraînaient dans une impasse et dans l'aventure institutionnelle, avec des changements inévitables, perte de la plupart de nos acquis sociaux, accroissement de leur pouvoir sans contre-pouvoir, ce qui signifie évidemment changement total de société, de mode de vie. Une perversité poussée à son paroxysme. Je viens de démonter une partie du jeu constitutionnel, destiné à amener les Antilles hors du droit commun. Mais la ficelle est trop grosse et les Antillais ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils ont voté non au changement institutionnel proposé le 7 décembre 2003. Cependant, ce rejet ne change rien puisque la révision constitutionnelle est inscrite, puisque les articles révisés sont applicables, comme si de rien n'était. Leurs effets ne se feront réellement sentir que dans l'acte 2 de la décentralisation, dans son application définitive. Les articles révisés, tels le 72A4 et le 73 et son cortège d'alinéas, enfoncent l'identité et la spécialité législative dans une espèce de concurrence qui peut, à moyen ou à long terme, être catastrophique pour les Antilles-Guyane, alors que les élus détiennent déjà des possibilités législatives extrêmement larges. Certes, ils ne pourront agir en dehors du droit commun, mais ils ont déjà à leur disposition, grâce à Brigitte Girardin, d'énormes possibilités d'action et d'aménagement des lois, dérogations, que les populations ni eux d'ailleurs n'imaginent même pas. Munis de ces pouvoirs dérogatoires, ils peuvent d'ores et déjà émietter allègrement le droit commun avec l'aval du gouvernement et du Parlement. Le savent-ils seulement ? Seule la vigilance populaire pourra nous éviter des dérives regrettables pour notre vie quotidienne, étant donné que nos élus ont un mépris affiché de la population et de la démocratie, au point qu'on peut se demander si la Martinique ne court pas vers une instabilité politique,
car ils ont une telle voracité de pouvoir qu'on peut tout craindre. L'avenir nous le dira. Un article 73 à deux jambages et à double interprétation. Ceux qui disent que les Antilles-Guyane sont dans l'identité législative, c'est-à-dire qu'elles sont à égalité avec la métropole pour tous les acquis sociaux, que tout ira bien, que nous resterons dans le droit commun font totalement fausse route, car c'est là justement que le droit spécifique de l'outre-mer prend tout son sens. Si le lecteur suit mon exposé, il comprendra comment nous avons été dupés par Brigitte Girardin. Et même si elle a échoué le 7 décembre 2003, son coup a été très bien préparé, justement pour parer à un possible rejet. Elle a tenté un coup de maître avec ses conseillers juridiques qui ont magistralement préparé la réponse au refus populaire. La révision avait tout prévu, les constituants s'appuyant sur la jurisprudence constitutionnelle. Habileté diabolique. Ils permettent tout simplement que l'article 73 confonde un article applicable à la fois en métropole et en outre-mer, mais par une judicieuse interprétation. C'est pourquoi l'article 73 s'applique, sans conflit juridique dans le droit de l'outre-mer, suivant les dispositions générales de la révision constitutionnelle. Et il est clair qu'il y a forcément des dispositions ne s'appliquant en partie qu'à l'outre-mer, telles les innovations constitutionnelles. Par exemple, dans les articles 72A2, 72A3 et 72A4 entièrement créés. Et surtout l'article 73, avec ses alinéas 1 et 2, permettant toutes les adaptations et toutes les dérogations possibles. Ce qui nous éloigne de l'identité législative. Cette révision de l'article 73 a une portée beaucoup plus lourde, puisque la notion d'assimilation est utilisée par l'ex-ministre Girardin, qui n'a pas hésité à employer ce mot très significatif pour nous familiariser avec cette notion et vulgariser son interprétation de la jurisprudence de la Constitution de 1946 toujours en vigueur. En effet, c'est là que le mot assimilation prend tout son sens, puisqu'il permet de minimiser la portée de ces deux articles 73 à 74. C'est ainsi qu'on peut comprendre l'article 66 de cette Constitution, relatif à l'Assemblée de l'Union française, composée d'une part de représentants de la métropole et d'autre part de représentants des DOM et des TOM et des États associés, comme l'a relevé le professeur Lucher, in. Le statut constitutionnel de la France d'outre-mer, édition. Economica 1992p22, voir le JO du 14 décembre 2000. Les départements d'outre-mer sont donc, d'après cette disposition, plus près des territoires d'outre-mer que de la métropole. Cette relative assimilation des deux régimes, cette possibilité est reconnue par l'article 75 de la Constitution, fait qu'un DOM peut devenir TOM et inversement. Le professeur Yves Brard explique bien l'assimilation statutaire dans l'ouvrage suscité, dans le chapitre « Identité ou spécialité législative ». Si un DOM peut devenir un TOM, la Martinique n'est plus uniquement dans l'article 73, puisque ce mot assimilation permet par le biais de l'article 72A4 d'aller dans l'article 74, ou mieux, tout en étant dans l'article 73 actuel, en activant la dérogation aux lois et règlements, d'utiliser les moyens de l'article 74. Et ça, les départements métropolitains ne peuvent le faire. Donc, nous sommes entrés, avec la révision constitutionnelle, dans une logique d'interprétation différente de l'article 73 selon que l'on se trouve en métropole ou dans les DOM. Et voilà la différence essentielle. Avec la consultation proposée par Brigitte Girardin associée aux élus autonomistes et indépendantistes, les Antilles accédaient véritablement à un statut, sans qu'on nous le dise. Un simple toilettage institutionnel. Cette affaire d'accession à un statut prend une dimension encore plus grande avec le pouvoir normatif, voir les explications du professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence André Roux. Le pouvoir normatif. L'article 73 alinéa 3 prévoit que par dérogation au principe d'assimilation législative, et pour tenir compte de leurs spécificités, départements et régions d'outre-mer peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables à leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever de la loi. Cette possibilité n'existait avant la révision de 2003 qu'au profit des TOM. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une innovation considérable. Il ne s'agit plus là en effet de simples transferts de pouvoirs d'adaptation et lois ou de règlements nationaux, mais de véritables pouvoirs normatifs,
puisque les collectivités de l'article 73 auront, après habilitation législative, la possibilité d'édicter des règles dans le domaine de la loi, autrement dit, dans des matières qui relèvent de la compétence de l'État et non plus de celle de la collectivité. C'est à ce titre que les dérives peuvent intervenir, par la volonté des révolutionnaires avides de pouvoir et de vengeance ethnique. Ce pouvoir normatif ne peut s'exercer à La Réunion ou dans les départements métropolitains, puisque certaines dispositions ne sont applicables qu'aux DOM ayant choisi les principes du Congrès liés à la loi d'orientation 2000. Si la République pousse les Antilles à quitter le droit commun, ce n'est pas innocent, quoi qu'en pensent les élus et les intellectuels. Il y a une grande sottise, ou un aveuglement volontaire, à ne pas voir qu'il s'agit d'un largage prémédité et organisé dès avant 1946. Ce but est poursuivi à bas bruit, mais avec détermination. On s'appuie sur les ambitions personnelles des élus et sur leurs idéologies fumeuses. On les laisse débiter n'importe quoi pour arriver au résultat attendu, que les Antilles quittent le giron de la France. Autre preuve de ce travail souterrain, le 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 précise que la France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs. Mais le 10e alinéa ajoute, fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires. C'est moi qui souligne cette information approximative puisqu'ici, les autochtones, Arawaks et Caraïbes, ont été éliminés par les colonisateurs. La France a cru bon de prendre en charge des peuples constitués et installés sur leur territoire comme les Kanaks et les Polynésiens. Mais pour les Antilles, c'est elle qui a amené de force des Africains de tous les territoires soumis à la traite. Les Antilles sont un agrégat, une mosaïque de gens de toute ethnie. C'est la France qui a créé les Antilles par la force, elle gère donc non pas un peuple, mais sa propre création. Et comme souvent dans l'histoire, l'assimilation a réussi, nous faisons partie intégrante du peuple français. Nous participons à sa diversité. Nous sommes français et pas un peuple pris en charge. Croire et dire autre chose prouve une méconnaissance flagrante des réalités historiques et sociologiques. Ou une volonté de nous faire autre que ce que nous sommes. Tout au long des 60 années de la départementalisation, la République n'a poursuivi qu'un but, amener les DOM à l'autonomie, en les sortant du droit commun. Jouant le jeu, ou complètement dupes, les autonomistes et les indépendantistes ont toujours cru ou laissé croire que la France refusait de nous lâcher. La réalité, c'est que la France poursuit son objectif, fixé dans la Constitution de 1946 et dans celle de 1958, inlassablement. Quant au mot « ancrage », employé par les juristes et par Brigitte Girardin, pour nous dire qu'en accédant à un statut, nous serons plus ancrés dans la France, ce n'est que de la poudre aux yeux. L'ancrage signifie simplement que les Antilles sont dans la nation, avec la nationalité française, mais qu'elles ne sont plus dans le droit commun, ce qui suppose que nous ne bénéficierons plus des mêmes droits que les départements métropolitains en matière sociale, ou pour les lois régissant le travail, parce que, en éliminant le département pour un statut d'autonomie, nous sortons du droit commun. Les mots verrouillage et ancrage, que Brigitte Girardin utilise ne sont que des leurres supplémentaires. Pour que nous obtenions notre souveraineté nationale, il faut obligatoirement une modification constitutionnelle et un référendum. La consultation du 7 décembre 2003 était un premier pas vers l'indépendance. En sortant du droit commun, nous sortons de la pleine citoyenneté liée au droit commun. Nous nous rapprochons dangereusement de l'indépendance. Et de l'indépendance, nous ne voulons pas. 2. Vous avez dit autonomie. Un débat politique de dupes, les conséquences peuvent être dramatiques. Il est nécessaire de revenir sur le débat qui a défrayé la chronique, débat sur l'autonomie et ses conséquences. Lors de la campagne du 7 décembre 2003, à la Martinique, les partisans du changement institutionnel ont adopté une attitude défensive, tandis que les partisans de la départementalisation ont été offensifs en dénonçant la perte des acquis sociaux. Qu'en est-il justement de ces fameux acquis sociaux dans les DOM, comparés à ce qui existe dans les régions autonomes de l'outre-mer français? C'est là que se situent les difficultés de l'ensemble des élus favorables à l'autonomie de la Martinique, incapables d'expliquer ce que nous perdrons en matière d'acquis sociaux, et ce qui sera maintenu.
Les justificatifs présentés par les autonomo-indépendantistes martiniquais ne peuvent constituer des moyens qui nécessiteraient le changement institutionnel. Selon leur thèse, ils auraient plus de pouvoir, ils éviteraient le gaspillage, nous aurions enfin la dignité. Aucune de ces allégations ne semble suffisante pour justifier que l'on accède à un statut d'autonomie, qui entraînera la perte de nos acquis sociaux. Il faut dire la vérité à la population martiniquaise, qui ne se doute pas que le discours des élus évite de dire que nous perdrons la plupart des acquis sociaux, liés au droit commun et à la départementalisation. Bien au contraire, ils affirment que rien ne changera, formule rassurante, mais tellement vague qu'elle permettra ensuite de faire toutes les rectifications nécessaires. Lorsqu'il sera trop tard. Les élus autonomistes et indépendantistes oublient volontairement de dire toute la vérité sur la différence fondamentale entre la départementalisation dont jouit la Martinique depuis 1946 et le statut des régions autonomes qui régit la Polynésie française. Ces deux statuts sont essentiellement différents. La Polynésie française, région autonome depuis 1946, n'a jamais connu la départementalisation. Le Polynésien ne fera sans doute pas la différence entre son statut d'autonomie et le droit commun qui régit l'ensemble des départements du territoire français. Ces départements sont régis par l'identité législative, article 73 de la Constitution, alors que les régions autonomes, nouvellement appelées collectivités d'outre-mer, sont régies par la spécialité législative, article 74, et ne bénéficient pas du droit commun dans sa totalité. Profitant de l'inculture politique de la population martiniquaise, les élus ont proféré toutes sortes d'approximations et de mensonges afin d'obtenir l'adhésion populaire pour l'accession à un statut déguisé en fusionnant deux assemblées en une seule. Ils ont procédé avec véhémence à la désinformation quotidienne du grand public, s'appuyant sur les médias et sur les professeurs de droit de la faculté de la Martinique, qui n'ont pas respecté la moindre éthique, mettant leur savoir au service de l'idéologie dominante. Ceux qui n'étaient pas d'accord ont été insultés, traités de tous les noms possibles ou appelés les oxydés du nom, entre autres gracieusetés. Tous ceux qui disaient la vérité sur ce qui nous attendait, preuve à l'appui, ont été accusés de faire peur, et c'est vrai que la vérité peut faire peur. Nous avons déjà des difficultés avec tous les moyens liés au département. Que serait-ce avec des moyens considérablement amputés ? On a assisté à une véritable campagne d'intoxication, les élus évitant de développer les vraies raisons de leur volonté de supprimer le département pour aller vers un nouveau statut inconnu, jamais expérimenté, dont le contenu n'était pas défini, un statut si particulier que même le ministre de l'Outre-mer ne pouvait le définir ni donner les grandes lignes de la loi organique qui était censée le régir. La population s'est méfiée avec bon sens de ce flou. À aucun moment, les élus autonomo-indépendantistes ne pouvaient donner des informations sur le pourquoi et le comment. Alors ils tentaient de masquer leur incroyable incapacité et leur méconnaissance par des propos agressifs et insultants, contre ceux qui, comme nous, se méfiaient et refusaient de se laisser guider dans une aventure institutionnelle et d'aller dans un statut qui nous ferait régresser au niveau de la Polynésie française, régie par l'article 74. Et là, le doute n'était plus permis. Car la différence qui pouvait exister entre la départementalisation et le statut d'autonomie était si mince qu'on pouvait le voir. L'illusion constitutionnelle ne garantissait rien. D'ailleurs, le ministre de l'Outre-mer et le gouvernement Raffarin nous ont démontré avec quelle facilité tout pouvait être remis en cause. Par un simple calcul ministériel lié à d'obscures stratégies, n'importe quel statut peut évoluer. Quelques mois après la consultation, en novembre 2004, ceux qui avaient perdu le 7 décembre 2003 reviennent sur cette consultation et rejettent le verdict des urnes au mépris de la démocratie. Pour eux, le combat ne fait que commencer. Pourtant, les nouvelles donnes leur sont défavorables. Dès la fin décembre 2003, malgré les lois démocratiques qui nous régissent, les élus, en dépit de leur défaite, prétendent revenir sur la consultation dont les résultats ne leur conviennent pas. Leur argument ? Ils estiment qu'une majorité de 1000 voix n'est pas une majorité. Le pire, c'est que le ministre de l'Outre-mer, Brigitte Girardin, conforte les autonomistes et les indépendantistes dans leur démarche antidémocratique. En effet, à la télévision nationale, elle les invite à recommencer en leur disant «
saisissez-moi à nouveau et je vous reconsulterai. N'est-ce pas de l'indélicatesse et un mépris certain pour les électeurs? Elle ose même dire qu'elle ne prend pas position, alors qu'elle encourage nettement un camp. Veut-elle écarter la Martinique du droit commun et enlever à la population le droit de rester département français? Elle ne l'exige pas de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion. Elle manifeste un vrai désir de nous pousser à sortir du droit commun, s'associant sans détour avec les autonomistes et avec les indépendantistes. Selon la thèse développée par certains, l'Europe passant de 15 à 27, les DOM coûteraient trop cher à la France. L'État aurait besoin de faire des économies. Pourtant, le pourcentage du budget de l'État revenant aux 4 DOM est minime. Il ne peut en aucun cas appauvrir significativement la France. Mais quand on regarde le niveau des transferts financiers de l'État vers les régions autonomes, il est insignifiant comparé à ce que nous recevons actuellement. Il est certain que l'État jacobin se débarrasse de ses charges en les transférant aux collectivités par le biais de la décentralisation. Mais vouloir se débarrasser coûte que coûte de la Martinique en la boutant hors du droit commun, ce n'est pas digne et cela reste une forfaiture. Ce n'est pas un motif pour accepter les explications des indépendantistes et consentir à leur envie d'accéder à un statut. La population martiniquaise attend toujours les informations à ce sujet. Aucune comparaison n'a été faite sur la situation actuelle, celle d'un département, et la situation à venir. Quelles prestations sociales perdrions-nous? Quels acquis sociaux seraient remis en cause? Quel serait le niveau des prestations mises en place par le gouvernement autonome pour aider les chômeurs, les jeunes, les personnes âgées, les foyers monoparentaux, les handicapés? D'où viendraient les fonds? Les élus et les politologues disent que rien ne changera, que tout restera en l'état. Et pourtant les choses changeront forcément, nouveau statut, nouvelle donne sociale. Les transferts de l'État et de l'Europe seront diminués, on devra se contenter de faire avec. Les plus pauvres et les plus faibles feront les frais des envies de changement de nos dirigeants. Les élus favorables à une évolution statutaire se sont contentés de dire que les partisans du non ont fait une campagne pour faire peur, mais ils n'ont procédé à aucune étude comparative sérieuse qu'on serait en droit d'attendre d'eux. La nouvelle collectivité de Martinique devra, sauf erreur, augmenter et multiplier les prélèvements fiscaux, donc augmenter les charges des ménages par de nombreuses taxes, augmentation des taxes aéroportuaires et portuaires, augmentation de l'octroi de mer. Elle devra trouver de nouvelles sources de revenus, dans les poches des contribuables martiniquais. Plus personne n'échappera à l'imposition, pour combler une partie du déficit des fonds de l'État qui n'arriveront plus. Cela, les élus favorables à l'autonomie n'en parlent pas. Pourquoi? N'y auraient-ils pas réfléchi? Ou au contraire, préfèrent-ils nous mettre devant le fait accompli? L'absence de ressources naturelles, l'absence de développement économique, l'absence d'un commerce extérieur condamne d'avance toute solution visant à nous éloigner du cadre départemental. C'est une évidence que l'idéologie ne doit pas occulter. Or, nous constatons que les élus demandeurs d'autonomie évitent soigneusement de parler d'économie. Pire, ils se moquent de ceux qui se soucient du soubassement de toute société, c'est-à-dire des activités humaines qui rapportent, font vivre matériellement et assurent une place à chacun et la sécurité pour tous. Le développement économique ne les intéresse pas. Mieux, certains préfèrent lancer des petites phrases assassines en créole pour être sûrs d'atteindre le fin fond des campagnes martiniquaises. On savait qu'après leur défaite du 7 décembre 2003, ils feraient tout pour revenir sur ce vote, afin de finaliser leur idéal politique affiché, l'autonomie. Et ils n'ont cessé de vouloir revenir sur ce vote. Il fallait donc préparer des éléments objectifs incontournables pour leur faire la démonstration, et pour montrer aux Martiniquais qu'ils se trouvent face à des irresponsables et à des menteurs, des idéologues nationalistes qui ne se soucient pas de plonger leurs concitoyens dans l'aventure, des hommes qui ne disent pas la vérité sur le changement institutionnel, qui mentent par action et par omission. Ils ne disent pas les inconvénients d'aller à l'autonomie politique et à l'autonomie de gestion. Les conséquences peuvent être catastrophiques. Depuis 1946, soit depuis un demi-siècle, la Martinique vit dans la départementalisation. Les générations s'épanouissent dans une vie plus sûre qui s'est améliorée sur le plan matériel.
Les biens de consommation circulent à outrance, nous alignant sur les pays développés. Les jeunes générations ne connaissent rien d'autre qu'une vie à la française où les mesures sociales tentent de répondre aux besoins de tous. Les jeunes peuvent aller étudier dans toutes les écoles et dans les grandes écoles de la République selon leurs capacités. Plusieurs générations ont suivi des études supérieures en métropole et nous nous sommes dotés de facultés sur place et de classes préparatoires aux grandes écoles, ce qui nous donne une considérable avance sur nos voisins anglophones ou hispanophones. Il est inutile de comparer l'incomparable, tellement l'organisation française dans les DOM est supérieure à ce qu'on peut trouver chez nos voisins immédiats en matière de sécurité et de confort de vie. Les DOM peuvent prévoir les catastrophes naturelles et y pallier avec une certaine assurance, alors que nos voisins doivent prendre leurs souffrances en patience et faire appel à la charité internationale, à la nôtre en priorité. L'année 2004 en a fait la démonstration lors de la saison cyclonique. Nous avons pu voir le savoir-faire et les capacités logistiques développées par la France en matière de sécurité. L'aide que nous apportons à nos voisins est considérable et immédiate. Aucun ne dispose d'une capacité équivalente. Une petite île de 1100 km² est capable d'apporter nourriture, moyens médicaux et techniques dans l'urgence. Si nous quittons le droit commun français, nous n'aurons plus cette capacité à aider ces pays indépendants lorsqu'ils sont en difficulté, puisque nous-mêmes serons devenus dépendants. Tous ces micro-États des petites et des grandes Antilles sont soumis aux aléas climatiques, cyclones, inondations et sismiques. Livrés à eux-mêmes, sans moyens, avec des constructions légères, voire précaires, ils voient leur misère s'aggraver lors des catastrophes et sont incapables de s'en sortir. Alors, ceux qui le peuvent fuient vers les grandes villes d'Europe ou d'Amérique, mettant parfois leur vie en péril pour échapper à la misère et à la violence de leur île natale. L'émigration s'accroît, en direction de ces Eldorado que sont les DOM français, recherchés pour leur proximité et pour leur confort social. L'afflux de ces émigrés crée parfois des réactions d'intolérance dans les pays d'accueil. Voulons-nous connaître le même sort ? Il n'y a pas si longtemps, plusieurs pays de la Caraïbe, dont Porto Rico et la Jamaïque, ont rejeté des émigrants à la mer. Arriverons-nous un jour à ces extrémités de rejeter aux requins des voisins, des frères qui subissent une quasi-famine et ont une mortalité infantile significative ? Serons-nous dans la même situation à cause des fantaisies de nos élus ? Comment ne pas voir et ne pas vouloir comprendre ces réalités ? Est-ce que notre vie facile nous empêche de voir cette misère grandissante qui nous entoure, d'en analyser les causes et de voir que nous pourrions dégringoler dans le même abîme ? Comment les responsables politiques martiniquais, apparemment lucides, peuvent-ils éviter de regarder cette réalité qui se profile derrière leurs projets de changement ? Comment peuvent-ils espérer que la population martiniquaise acceptera sans broncher les changements radicaux négatifs et les conséquences d'une vie de plus en plus difficile ? Oublie-t-il que nous n'avons pas de ressources naturelles, et que même si nous disposons de beaucoup de matière grise, cela ne suffira pas à conserver notre niveau de vie ? Par ailleurs, les options tout social, tout culture ne dureront pas faute de moyens. Par opposition, les îles comme Anguilla, les îles Caïmans, les Grenadines et Bahamas ont compris comment optimiser leurs ressources grâce à des mesures fiscales attractives, grâce aux services offshore et à l'accent porté sur le tourisme, ce que nos élus ne semblent pas capables d'envisager. Vouloir l'autonomie ou l'indépendance sans prévoir comment maintenir et améliorer le niveau de vie, c'est inacceptable. Aller vers l'autonomie, pour obtenir le pouvoir sans garantie pour la population. La Martinique souffrira dès que la présence française diminuera. Nous en sentirons les effets immédiatement, pour avoir vu avec quel empressement les élus indépendantistes au pouvoir à la région se sont précipités pour instaurer l'augmentation de l'octroi de mer, par un souci, disent-ils, de protéger la production locale, alors même que la majorité de ces produits ne sont pas fabriqués localement. Ils ont tout simplement, sachant que la décentralisation arrivait, et que l'approche des fêtes permet d'engranger une manne financière, accumulé une cagnotte sur le dos de la population, des familles surtout, qui voient s'alourdir leurs dépenses. Faire croire que c'est par protectionnisme est une arnaque gigantesque qui préfigure notre situation future dans une région autonome. La population sera pressurée fiscalement. C'est déjà le cas en Polynésie française où les prix à la consommation des produits importés sont excessifs pour les locaux, parce que le président,
Gaston Flosse, en a décidé ainsi. La Martinique, menée par des élus indépendantistes qui semblent considérer que les promesses et la réalité du pouvoir ne font pas bon ménage, et qui passent rapidement à la vitesse supérieure, voit sa situation se dégrader puisque 7 mois après qu'ils ont été élus, leurs premières mesures sont antisociales, sans en avoir l'air. En augmentant indirectement le prix de denrées de première nécessité, ils appauvrissent toutes les couches de la société. La réalité de la gestion de la collectivité met les Martiniquais devant le fait accompli. C'est ainsi qu'on s'aperçoit qu'entre la conjoncture économique et sociale et les idéologies politiciennes, on est loin d'une gestion sociale, que l'on aurait pu attendre de révolutionnaires soucieux de leur peuple, qui n'ont cessé de prôner une politique de gauche sociale. La réalité montre qu'ils ne sont même pas capables de maintenir la Martinique dans son niveau de vie. Les hommes politiques ont gagné en pouvoir, mais leur manque d'imagination en matière de développement ne crée pas les conditions d'un meilleur développement économique. Cela se constate dans les régions françaises à statut particulier qui sont dans un marasme complet, malgré les ressources dont elles disposent. Mais peut-être les élus martiniquais estiment-ils qu'ils ont des capacités supérieures, qu'ils ont bien cachées jusque-là ? Accéder à l'autonomie par rapport à la France ne fera pas avancer notre île. Cela compliquera notre situation pour plusieurs raisons dont une majeure. La Martinique n'a pas forcément la culture du travail même si l'esprit d'entreprise demeure. Par ailleurs, le territoire est exigu et risque de se rétrécir avec le réchauffement climatique. Avec la montée des eaux, les plages s'amenuiseront, le tourisme sera plus aléatoire et en baisse. De plus, la mentalité et l'accueil sont tels que les visiteurs choisiront d'autres destinations. Jettera-t-on alors à la mer les non-noirs établis ici ? Tout est réuni pour que notre île, si par malheur, elle arrivait ne serait-ce qu'à l'autonomie, devienne inhospitalière pour les autres, avant de se révéler dangereuse pour ceux qui ne partageraient pas l'idéologie dominante. Le repli sur soi est déjà très fort, avec des dirigeants autonomistes ou indépendantistes, ce travers s'accentuerait. D'autres inconvénients empêcheraient en fait l'émancipation économique de notre île. Par exemple, le rejet aveugle du capital et du libéralisme par des gens qui sont en majorité fonctionnaires et qui n'ont pas la notion de l'entreprise, des bénéfices, de l'investissement financier, puisque leur traitement tombe régulièrement sans aucun aléa. Pourtant, le système libéral est devenu le modèle quasi mondial. La Chine communiste rattrape le temps perdu, l'économie de marché est la règle générale. Nos dirigeants nationalistes, aux commandes à la région, figés dans des idées dépassées, font des choix improductifs et préfèrent s'attacher à des griefs anciens, à des frustrations liées à l'esclavage. C'est pourquoi les relations entre la France et notre département ne sont pas des plus correctes, nos dirigeants n'arrivant pas à s'orienter vers le futur, à inventer des solutions de développement. Ils préfèrent se plaindre sans cesse du manque de moyens, sans toutefois arriver à utiliser les fonds venus de France ou de l'Europe, et adoptent un discours résolument séparatiste. La population martiniquaise a très bien compris ce que cette attitude a de dangereux. Elle sait d'où viennent les fonds qui la font vivre plus correctement que tous nos voisins. La Réunion et la Guadeloupe font d'autres choix. Ces deux départements ont indiqué clairement leur intention de rester dans le droit commun français. Ils ont opté pour la sécurité et refusé de courir avec inconscience vers un avenir problématique. Est-ce à dire qu'ils sont moins courageux ou moins intelligents que nous ? Manque-t-il de dignité ? Certainement pas. Nos élus, nos penseurs nous rebattent les oreilles avec la dignité, le nous-mêmes, variantes adultes du TEPACAP. La Guyane, riche en matières premières et d'intérêts stratégiques, a été écartée par le gouvernement de la consultation du 7 décembre 2003, fait suffisamment notable pour qu'on s'interroge sur la valeur et les intentions de cette consultation. Le choix des Martiniquais n'est pas purement alimentaire. Ceux qui le prétendent ne sont pas gênés pour eux-mêmes, de percevoir leur salaire de l'État, de voyager régulièrement vers la métropole, bref, de profiter largement des avantages de notre actuelle situation. Non, ce que nous apprécions, c'est la démocratie qui nous garantit contre les abus et les excès de pouvoir d'un gouvernement nouveau. Les risques sont multiples. Absence d'expérience et de limites, mauvais choix des mesures sociales, ou pire, limitation ou absence de financement qui conduirait à stopper les diverses prestations sociales,
mauvais choix ou absence de stratégie économique qui permettrait un vrai développement. Il n'y aurait plus de parachute pour rattraper les erreurs, et surtout plus d'États français à rendre responsables de tous nos maux. Notre société serait en proie à des troubles graves, et connaîtrait une instabilité gouvernementale qui accroîtrait ses problèmes. Nous savons quelle est la part de l'État dans notre vie quotidienne, les élus le savent, mais ils évitent d'en parler, préférant se borner à des revendications stériles. L'État et la Constitution française nous garantissent la stabilité sociale, l'aide en cas de catastrophe naturelle, la sécurité, le droit à la santé, à l'éducation. Nos enfants et leurs enfants, les générations à venir ont droit à ces mêmes garanties dans tous les domaines. L'autonomie souhaitée par les autonomo-indépendantistes ne nous garantit rien. La départementalisation nous garantit le droit commun, le sort de tous les citoyens français, hautement appréciable et recherché par tous les émigrants légaux ou non. Nos élus nagent dans l'à peu près, le rêve et l'utopie. Depuis des décennies, ils critiquent et se plaignent de manquer de pouvoir et de moyens, alors qu'ils en ont plus que dans les départements métropolitains et qu'ils ne savent pas quoi en faire. Leurs déclarations n'apportent jamais un projet original et porteur d'espérance pour tous, jamais de données concrètes, de plans solides et chiffrés pour les années à venir. Ils sont englués dans leurs divergences et leur lutte pour le pouvoir et les gratifications afférentes. Les récriminations leur tiennent lieu de projet. C'est l'erreur de nos élus. Ils ne cherchent pas à comprendre les motivations de la majorité de leur population. Ils préfèrent brocarder et rabaisser le bon sens populaire pour ne pas apporter de réponse précise, ce qui n'est pas digne de leur fonction. Vexés de leur défaite, ils ne cessent de revenir à la charge sans mesurer les conséquences de leur entêtement. Les élus des autres DOM, eux, ont su voir et évaluer les besoins et désirs de leurs concitoyens, ils ne se sont pas dérobés. La Guadeloupe et la Guyane se sortent de ces épineuses questions de statut et risquent de devenir des territoires de refuge pour la population martiniquaise qui aura les moyens de quitter une terre devenue invivable. À terme, les forces vives émigreront pour retrouver une vie correcte. Ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est ce qui se produit à Mayotte, c'est ce qui s'est déjà vu dans quelques îles voisines. Les exemples ne manquent pas sur la planète. Il suffit de considérer le sort des régions autonomes françaises appauvries avec une misère palpable, alors que nous, départements français, bénéficions de toutes les mesures sociales qui améliorent le sort des plus défavorisés. Qu'on le veuille ou non, la destinée de la Martinique est en train de glisser vers l'autonomie, à cause de l'acharnement de nos élus et de nos intellectuels, persuadés que l'avenir de notre petite île réside dans la fuite en avant, sans aucune garantie de rattraper les erreurs, la première étant de quitter le cadre départemental. Dès lors que nous serons autonomes, les grosses difficultés s'accumuleront comme dans toutes les régions autonomes. Vouloir être autonome, mais à quel prix ? C'est le pari de tous les dangers. Les élus voient l'autonomie comme moyen d'accroître leur pouvoir propre, sans pour autant envisager toutes les conséquences. Notamment la violence qui s'accentue dangereusement, sous toutes les formes possibles. La police et la justice sont sur les dents. On subit une recrudescence de vols à main armée, d'agressions sur les personnes, les jeunes s'entretuent, la drogue fait des ravages. La délinquance juvénile surtout est préoccupante. Toute la société martiniquaise est victime de comportements incivils, qui se multiplient sans que l'on parvienne à les juguler malgré l'augmentation des effectifs de gendarmerie et de police. Les drames se succèdent, se répètent, finissent par devenir presque banals. Personne n'est à l'abri, même pas à l'intérieur de sa maison. Le commerce des stupéfiants prend de l'ampleur, les trafiquants narguent la justice. Les Antilles françaises sont une des plaques tournantes pour le trafic de substances illicites et pour celui des armes. Ce qui n'est pas bon. Or, assurer la sécurité des citoyens fait partie des compétences régaliennes de l'État, de la France donc. Ce sont les responsabilités de l'État, juridiquement. Mais moralement, on attend des maires qu'ils agissent contre l'insécurité sur le terrain. On attend qu'ils prêtent main forte à l'État. Le citoyen qui a voté pour élire un candidat, sur son programme ou sur la foi en ses promesses électorales, souhaite que le maire assure la sécurité dans l'espace communal. Que font les maires locaux pour aider l'État dans cette mission ? Les élus doivent se sentir également co-responsables au lieu de tout rejeter sur l'autre, ou de survoler le problème grave de la drogue.
Au lieu de demander l'autonomie qui les laisserait seuls face aux problèmes, ils devraient trouver et proposer à l'État des mesures adaptées à nos mentalités et à nos besoins. Ils devraient prévenir la formation de bandes de jeunes désœuvrés dans leurs communes, empêcher les occupations bruyantes d'arrêts de bus ou dans les cités des bas d'immeubles. Bref, ils disposent de lois qui leur permettent d'agir directement sur le terrain, en synergie avec les forces de police, ils connaissent leur population. Ils devraient être les premiers à veiller à la sécurité des biens et des personnes. Mais ces roitelets se taisent ou prennent des mesures homéopathiques, donc inopérantes. Les trafiquants sont connus, certains parfois travaillent à l'intérieur des collectivités, organisent des déplacements de complaisance vers les îles voisines en compagnie de jeunes et d'élus, friands de voyages gratuits et reviennent chargés de produits illicites. Même pris par la douane, l'un d'entre eux s'en est sorti grâce à un appui puissant. On peut se demander pourquoi cette haute protection. La population martiniquaise se trouve dans une insécurité jamais connue. Les caches d'armes se multiplient tandis que nos élus rêvent d'avoir un pouvoir autonome. Ont-ils pensé à la suite et à la manière dont ils régleraient les problèmes de trafic et de violence, même si cette tâche était partagée entre l'État et la collectivité d'outre-mer ou l'Assemblée territoriale? Ne s'illusionnent-ils pas gravement en croyant qu'ils seront en mesure de canaliser et de régler le trafic de drogue dans les Antilles? On voit pourtant les difficultés que connaissent les États-Unis et la France dans ce domaine, malgré leur logistique impressionnante. Les élus martiniquais ne sont-ils pas dans une espèce d'euphorie, obnubilés par l'attrait du pouvoir, dans une espèce de folie des grandeurs qui les empêche de voir la réalité? Ils semblent être tombés dans une sorte de fuite en avant, qui débouchera sur de graves déconvenues. La raison principale de l'insuccès prévisible est l'absence de développement économique sûr et viable. Comment pourront-ils créer dans notre île, compte tenu de la conjoncture, des emplois pérennes pour tous, au même niveau de salaire, avec une possibilité de carrière satisfaisante? Mais ils ne semblent pas prévoir tout cela, ni les difficultés pour la population martiniquaise, ni un échec possible. Ils n'annoncent que du bonheur dans la dignité. Or, gouverner, c'est prévoir. Sans projet à long terme, dans une sorte de bouillon démagogique, au moins dans les premiers temps ils chercheront à faire plaisir au peuple. On peut prévoir des moments difficiles sur le plan économique, social, politique. Les Martiniquais sont habitués à la démocratie française, au droit du travail, à la liberté syndicale. Les élus auront du mal à imposer un autre modèle. Ils n'y arriveront pas. Mais il y aura d'énormes problèmes dans notre société. Les autonomistes ont du mal à concevoir ce qu'est le monde du travail à la Martinique. Les employés et les ouvriers ne s'attaquent pas aux patrons uniquement parce que les lois viennent de la France ou parce qu'ils sont souvent blancs ou non noirs. Non, les syndicats se mettent en mouvement parce que les droits des travailleurs ne sont pas respectés. Donc, que nous soyons départements ou régions autonomes, les actions syndicales ne cesseront pas. Les exigences et les revendications seront les mêmes. Que nos élus ne se fassent pas d'illusions, ils se préparent des jours mouvementés. C'est pour cela que nous disons que ces aventureux élus ne prennent pas la dimension de leur discours. Quand ils ressassent leurs revendications autonomistes, ils évitent de dire qu'en réalité c'est le pouvoir absolu qu'ils veulent. Ils n'expliquent pas le pourquoi et le comment. Dans leurs revendications d'autonomie, ils ne parlent pas du fond, ni de la forme d'ailleurs, des tenants et des aboutissements. Or, ce sont les réponses à ces interrogations-là que la population attendait le 7 décembre 2003 et attend toujours. Ils sont incapables de s'expliquer et pourtant ils veulent revenir, avec le plus grand mépris, sur le vote majoritaire des Martiniquais. Le danger existe bien pour les Martiniquais. Si tel n'était pas le cas, les autres DOM seraient vite revenus sur ce vote. Nous sommes les seuls à avoir une classe politique qui veut nous mener au suicide collectif. Ils ignorent royalement les conséquences à venir, ne prévoyant pas que la Martinique ne pourra plus vivre au-dessus de ses moyens, qu'elle perdra tous les acquis sociaux liés au département, tous les acquis en matière de santé et d'éducation. Leur seul souci, accéder à un pouvoir autonome, être premier président élu d'une assemblée martiniquaise, nommer des ministres et faire des lois pays. Oui, mais après? Pour l'instant, ils sont incapables d'utiliser les fonds énormes donnés par l'État et l'Europe pour développer notre île. Comment peuvent-ils croire qu'avec un budget très réduit, ils y arriveront? N'est-ce pas de l'utopie idéologique?
On comprend pourquoi la population martiniquaise doit continuer à être vigilante et à exiger des réponses concrètes, chiffrées et argumentées sur les avantages de l'autonomie. Devenir autonome. Il ne s'agit pas simplement et uniquement de changer les institutions martiniquaises et d'accéder à un statut d'autonomie sur le papier. Cela transformera radicalement notre vie, l'organisation de notre société, les rapports avec l'État, notre administration, les comportements de ceux qui géreront notre quotidien et qui seront au pouvoir. Les dérapages et les abus de pouvoir se succéderont. Ceux qui n'ont pas lu l'avant-projet des indépendantistes qui a servi de référence pour le projet politique définitif voté par les autonomo-indépendantistes en congrès des élus, ne peuvent pas mesurer l'étendue des pouvoirs qu'ils se sont attribués. C'est effarant et inquiétant pour la population martiniquaise, habituée à vivre tranquillement dans la liberté et les avantages que lui garantit la Constitution. Les conséquences sociales négatives s'enchaîneront. Le droit commun qui régit la collectivité régionale chargée de l'économie empêche tout dérapage grave provoqué par les pulsions malsaines des hommes détenant le pouvoir exécutif. On le voit dans les assemblées autonomes du type Polynésie française, ou toute autre région autonome. Il s'y pose le problème de l'excès de pouvoir du président du territoire, même si la France dispose dans sa panoplie judiciaire des moyens nécessaires pour faire cesser ce genre d'abus. En attendant de les mettre en œuvre, ces présidents de régions autonomes disposent de pouvoirs si étendus qu'on peut craindre des fantaisies. Sans idée préconçue, force est de constater que les mentalités des peuples sont différentes les unes des autres, au point qu'on ne peut prévoir l'avenir de l'ensemble de ces territoires. Pour ce qu'on connaît de la mentalité martiniquaise, on peut émettre certaines réserves pour de nombreuses raisons, notamment l'absence de vécu dans un statut autre que celui du droit commun français. Aucun dirigeant n'a détenu des pouvoirs et des compétences aussi élargis, nul n'a été chef unique de l'exécutif autonome. Le pouvoir appartenant à un seul homme, on peut craindre des déséquilibres et des excès, un certain autoritarisme. Devenir un territoire autonome implique une vraie prise de conscience. Les élus demandeurs en ont fait une sorte de secret de polichinelle, ou de chasse gardée, laissant échapper des remarques voilées sur l'insuffisance de leur pouvoir, sans prendre la peine de détailler les avantages du nouveau statut et ses inconvénients. C'est justement cette absence d'information qui gêne la population martiniquaise. La remise en cause du vote du 7 décembre 2003 par les élus rend indispensable la claire diffusion d'éléments précis et concrets de comparaison entre notre situation actuelle et ce qui nous serait proposé. Ainsi, les Martiniquais sauraient à quoi s'en tenir s'ils devaient revenir aux urnes pour trancher à nouveau sur une éventuelle évolution institutionnelle. Cela aurait le mérite d'éclairer le débat et de permettre un vrai choix. Il faut savoir à quelle sauce institutionnelle nous serons accommodés. S'attendre à des réactions populaires évidentes. Ne pas informer sur les conséquences, c'est s'exposer à des réactions d'une population qui n'admettra pas qu'on l'ait trompée. Ne pas y penser, c'est un excès de confiance et une méconnaissance totale de la Martinique. À coup sûr, les réactions seront fortes. Car jamais les Martiniquais n'accepteront des changements radicaux. Nous devrions nous y attendre. Le but recherché par les séparatistes pourrait être atteint en partie, puisque leur préoccupation première, c'est d'écarter au maximum la Martinique de la France, en éliminant le droit commun par l'accession à un statut, le droit commun étant le point crucial des nationalistes. En nous en privant, ils ouvriront le chemin vers encore plus de pouvoir local, c'est-à-dire vers plus de pouvoir d'un seul homme, d'un seul parti. Nous arriverons très vite à l'indépendance. La population se prononcera, disent les nationalistes. Dont acte. Mais au vu de la démarche des indépendantistes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, qui bénéficient d'un pouvoir autonome à la limite de l'indépendance, autorisé par la Constitution française et sans que la population soit forcément consultée, on peut s'inquiéter. La Polynésie française se trouve actuellement dans une situation conflictuelle qui dure, avec les indépendantistes au pouvoir qui réclament l'indépendance. Ce scénario peut être exactement le même ici, car la nouvelle revendication des autonomo-indépendantistes se précise. Ils demandent directement l'autonomie de la Martinique,
estimant que la population a été conscientisée pour passer de la départementalisation à une assemblée territoriale du type article 74. Ils oublient de préciser que dans cette autonomie voisine de l'indépendance, c'est la perte de la nationalité française, en fait ce que veulent les séparatistes. Mais cela, une partie de la population de l'île l'ignore ou refuse de l'admettre. Ce sont les mêmes individus qui refusent de comprendre, qui seront les premiers à se révolter lorsqu'ils s'apercevront de la supercherie. Ils se manifesteront alors, quand la réalité et toutes les implications négatives apparaîtront. Mais il sera trop tard et il faudra bien accepter le fonctionnement de cette assemblée délibérante de Martinique. Or, avec les deux assemblées actuelles, la gauche n'arrive pas à s'entendre pour faire avancer la Martinique. Qu'en sera-t-il avec une seule assemblée territoriale ? Pourront-ils faire ce qu'ils n'ont pas su faire pendant des décennies, alors qu'ils bénéficiaient de transferts financiers énormes de la France et qu'ils avaient tous les pouvoirs, y compris parlementaires ? Ces mêmes hommes prétendent-ils arriver soudainement à développer la Martinique en étant autonomes, avec des moyens très réduits, sans l'appui des fonds européens, sans la légitimité du droit commun ? En réalité, se sentant incapables, ils ne cessent de se dérober. Selon eux, c'est la France qui nous empêcherait de nous développer, c'est la France qui par ses lois les empêcherait d'agir. Ils attribuent leur impotence, leur immobilisme à leurs bailleurs de fonds. C'est toujours la faute de l'autre. Bref, selon eux, il nous faut plus de pouvoirs locaux. Il nous faut même l'ensemble des pouvoirs de décision et de gestion des fonds, sans contrôle de l'État, sans contrôle de l'égalité. Ils semblent ignorer qu'ils ont déjà garanti par la Constitution tous les pouvoirs d'adaptation des lois. Mais ce serait une lourde responsabilité qu'ils refusent de prendre, préférant les jérémiades. Comment feront-ils admettre à leur peuple qu'il faudra changer de mode de vie, que la protection sociale sera à revoir à la baisse, que beaucoup de prestations disparaîtront? Comment dire aux jeunes qu'il n'existera plus de RMI? La population, non avertie de ces changements, refusera d'accepter la situation nouvelle et les complications, et les manifestations seront de plus en plus fréquentes. Une instabilité risque de s'installer. Faire passer la population de la stabilité sociale et de l'aisance aux vaches maigres et à l'insécurité accrue, cela sera intéressant à observer, mais catastrophique pour tous ceux qui survivent grâce aux aides de la nation. Leur dire que l'ère de la dignité est arrivée n'assurera pas le quotidien des familles modestes, surtout que cette dignité sera supportée par les plus malheureux, alors que la classe dirigeante continuera à bien vivre. La gauche martiniquaise n'est-elle pas en train de se tromper gravement ? La population martiniquaise a montré, par son vote en décembre 2003, qu'elle ne tient pas à s'éloigner de la France. La prudence devrait donc habiter cette gauche euphorisée par l'idée des pleins pouvoirs. Elle devrait penser que cela s'accompagne des pleines responsabilités, et que si elle réussit à se soustraire au contrôle légitime de l'État, elle aura des comptes à rendre sur place, et qu'il n'y aura plus de bouc émissaire pour masquer les carences et les décisions incohérentes. Cet optimisme aveugle mène droit au cauchemar, c'est possible, c'est plausible, c'est prévisible. La classe politique autonomo-indépendantiste devrait réfléchir. Aller vers l'autonomie sans une économie développée, une catastrophe. La Martinique, contrairement à ce que l'on peut croire, n'a pas une économie solide, malgré son PIB et son pouvoir d'achat. Tout le monde sait et reconnaît que c'est grâce à la présence française que nous avons un niveau de vie correct. Et cette branche sur laquelle nous sommes assis, les élus martiniquais veulent l'acier, sans inventer les moyens d'assurer une continuité. Il semble que leur seul souci est de s'affranchir de la tutelle de la France. Tout le reste se fera sans difficulté. Leur préoccupation actuelle est focalisée sur la présidence de la future Assemblée territoriale, pas sur les comptes qu'il faudra rendre à la population. Mais cette population n'attendra pas. Puisque les élus ont passé le temps à dire que rien ne changera, ils devront assurer le même fonctionnement administratif, donc les fonctionnaires à payer avec des carrières à gérer, les mêmes prestations, à peu de choses près. Le pays sera comme une cocotte en ébullition. On ne peut se permettre de jouer avec les gens. Les élus risquent d'être débordés par les attentes légitimes des électeurs à qui ils ont donné toutes les assurances. Si par malheur ces gens se trouvaient frustrés dans leur attente et gravement lésés dans leur quotidien, s'ils réalisaient qu'ils ont été bafoués, les exigences seraient brutales.
En constatant la perte des acquis, tout pourrait basculer. La Martinique entrerait alors dans une ère de désordre non souhaitable. Aimé Césaire faisait dire à son roi Christophe, peuple ingouvernable. L'idée peut s'appliquer chez nous, à son propre peuple. Aux Martiniquais volontiers désobéissants, râleurs, exigeants. Nous pouvons être soumis un temps dociles et compréhensifs, mais cela peut s'inverser et nous sommes capables de colère violente, liée à la déception. On n'aime pas les changements de vie qui amèneraient à vivre plus mal, à avoir des contraintes insupportables, des obligations sans contrepartie. Nous sommes habitués à vivre dans la démocratie, à obtenir beaucoup sans contrainte, sans dirigisme. La diminution des moyens peut causer un déséquilibre, et nos dirigeants ne pourront plus accuser l'État colonialiste. Ne plus avoir la continuité territoriale, les indemnités sociales de toutes sortes, la liberté de parole, cela risque d'avoir des résultats extrêmes et ingérables pour nos dirigeants. Comment pourront-ils dire « Mes chers compatriotes, vous n'aurez plus telle ou telle prestation sociale parce que l'Assemblée territoriale nouvelle que vous avez choisie n'a plus les moyens du département. De ce fait, vous devrez payer plus d'impôts pour remplacer ce que l'État ne nous verse plus, à cause de notre choix ?» Les élus ne savent même pas quel sera l'avenir de nos exportations, en particulier de la banane. Il faudra certainement revoir les prix et s'aligner sur la banane dollar sans les aides de la France et de l'Europe. C'est le silence total sur l'actualité économique, commerciale de la Martinique au cas où cette île, sur leur impulsion, deviendrait autonome. Que seront les salaires payés, les négociations salariales, les syndicats ? Ne faudra-t-il pas les aligner sur ceux de la Caraïbe pour devenir compétitifs ? C'est-à-dire que les salaires plongeront et seront divisés plusieurs fois, ce qui n'incitera pas à la paix sociale ni au développement. Nos salaires actuels sont les plus élevés dans la Caraïbe, faut-il le rappeler ? Nos élus gardent un lourd et prudent silence sur tout ce qui a trait à la réalité quotidienne des Martiniquais. Nous ne voulons qu'une chose, que ceux qui poussent la population à accepter l'autonomie fassent la démonstration que la vie ne subira pas une dégradation qui nous entraînera vers la misère et la violence. Toutes les prévisions et les simulations les plus chiffrées de leur futur seront utiles et bienvenues pour saisir l'enjeu de ce qu'ils nous demandent et pour choisir en connaissance de cause. L'autonomie ne semble, je l'ai déjà dit, qu'un moyen d'obtenir plus de pouvoir pour les élus, sans la certitude de soutenir un développement économique ou de maintenir notre niveau de vie actuel. Donc, à quoi bon créer de nouvelles difficultés, augmenter le chômage, provoquer la fuite des capitaux et des entrepreneurs, risquer de graves troubles sociaux ? Nul n'en voit l'utilité. Ces analyses simples ne semblent pas venir à l'esprit des élus autonomistes, ni les inquiéter s'ils y ont pensé. L'unique souci est bien de s'asseoir sur le trône et de transformer la société martiniquaise selon leur idéologie, et non de trouver un emploi rentable et émancipateur à chaque Martiniquais en âge de travailler. Les élus, la presse, les intellectuels, sont dans le même aveuglement consistant à ne pas voir les dangers de ce qu'ils proposent. Les Antillais ou les métropolitains ayant vécu en région autonome française disent pourtant qu'il n'y a rien de comparable quant au niveau de vie avec le nôtre. Entre le département et la région autonome, tout change, en régression pour celle-ci. Les élus s'y sont rendus, souvent pour certains. En 2003, en Polynésie française, en 2004, en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs. Ils ont bien vu la différence de niveau de vie, ne serait-ce qu'en matière d'éducation ou de santé. Il y a un fossé entre la Polynésie et la Martinique. Chez nous, le niveau scolaire est nettement... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.